Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de l'ami Cartoons de la chaîne Cartoons le Clown. Salut à toi. Salut à toi. Nouvelle collaboration entre nous après la vidéo sur Vice Versa premier du nom, que je vous invite à aller voir, parce que du coup on va pas redire tout ce qu'on a dit sur le premier film. Il y a toute une vidéo qui est faite exprès pour ça. Pour résumer vite fait ce qu'on pensait du 1 en une phrase. Je respecte, mais le principe ne m'atteint pas des masses. Bon film, mais rien d'extraordinaire et Pixar moyen. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo pour plus de précision. Nous allons parler ici de Vice Versa 2, réalisé par un certain Kelsey Mann. On va vous donner d'abord un avis général, sans spoiler, puis il y aura ensuite une partie spoiler. Vous serez prévenu évidemment quand la partie spoiler commencera. Tout d'abord, de quoi parle Vice Versa 2? Est-ce que tu peux nous résumer le film, Cartoons? Riley a 13 ans maintenant, et le film se concentre un peu plus sur sa vie sociale, on va dire ça, et elle va participer à un événement qui va l'amener à plusieurs changements dans sa façon de se comporter. Mais et le film explore plus la partie adolescente du personnage. Ce qui était un petit peu teasé dans le premier film, avec le bouton à la fin. Puis de toute façon, même la dernière réplique, Riley a 12 ans, je vois pas ce qui pourrait arriver. Alors, merci pour ce résumé. Tu peux maintenant nous donner ton avis général. Qu'est-ce que tu as pensé de Vice Versa 2? Eh merde, c'était pas mal. Ah ouais. je suis le premier surpris, c'était pas mal. Bon, on a déjà renvoyé à la première vidéo, mais pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas vu la vidéo sur Vice Versa, bon, je tiens à rappeler que le premier film avait un concept qui ne me parlait pas du tout. Je n'arrivais pas à être investi dans l'histoire de cette gamine ou de ses émotions, et je trouvais que la fin partait en live sur pas mal de points, etc. Donc voilà, c'était pas du tout un film qui me parlait, même si le seul personnage qui me permettait de tenir c'était Bing Bong. Bah, ce Vice Versa 2, alors j'ai les mêmes problèmes qu'avec le 1 en termes de concept, mais en termes d'émotion et du fait d'être investi dans l'histoire ou pour les personnages, eh ben c'est mieux que le 1 pour moi. Tu me surprends. Bon, en même temps, c'est un peu à ça que nous servent nos collaborations. Je pense à un certain film avec un panda, mais alors j'ai un petit peu de problème avec l'humour, mais ça encore une fois, en fait, il y a tout ce que je pouvais reprocher au 1 dans celui-là, mais il y a ce que j'ai pas réussi à voir dans le 1 en plus dans celui-là, voilà. Et je trouve que, alors c'est peut-être dû à l'absence de Pete Docter justement, mais je trouve que les réals, parce que c'est qu'un seul réal, tu me diras. Il me semble, en tout cas sur Wikipédia, il y a qu'un seul réalisateur. Après, comme on disait dans la vidéo sur le premier, c'est souvent plusieurs réalisateurs sur le projet. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'ils en ont dévoilé qu'un, donc j'ai l'impression qu'il y a que lui. De toute façon, c'est l'équipe Pixar au total, hein, enfin c'est l'équipe Pixar au complet. Hein. Oui, j'ai trouvé qu'ils ont mieux géré le concept sans que ça parte dans tout et n'importe quoi. Je pense notamment dans le premier, pour moi, il y avait deux passages qui me gênaient particulièrement. C'était la fin dont on a déjà parlé et tout le segment dans le Hollywood des rêves qui ne sert absolument à rien. Là, j'ai trouvé que c'était plus focus sur l'enjeu du film. On détaille l'univers, mais ça sert l'histoire. Il y a un moment dans le film que je vais pas spoiler, enfin on en parlera en partie spoil. C'est le moment où le film a réussi à me rattraper en vol et à me faire me dire ouais, là j'arrive à être investi et j'arrive à comprendre ce concept, cet univers. Et j'ai été, mine de rien, beaucoup plus investi vers la fin. Bah, encore une fois, le film reprend les mêmes concepts que dans le 1 et les développe sur d'autres personnages. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus j'ai trouvé que le sentiment de chaos était un peu mieux géré, notamment vis-à-vis d'un personnage en particulier, ce qu'avait pas trop réussi à faire le 1, même s'il y avait une sensation de chaos avec les îles qui disparaissent, etc. C'était pas mal, je le dis. Certains films Pixar nous ont légèrement trahis, et légèrement avec des gros guillemets. Je pense que c'est clairement alors, soit la meilleure, soit la moins pire, mais c'est la moins pire des suites Pixar post-Monstre Academy, pour moi. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, je te rejoins sur pas mal de points. En effet, je suis aussi surpris parce que je m'attendais à détester le film, à le haïr. Et en fait, le film se tient bien, finalement. Après, voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon film. Moi, je trouve qu'il est inférieur au premier. Parce que moi, j'avais quand même bien aimé le premier. Je vous renvoie encore une fois la vidéo le concernant. Mais j'avais aimé le premier, même s'il y avait beaucoup de réserves et que c'était un Pixar moyen pour moi. Là, je trouve qu'il est quand même inférieur au premier. Il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit peu fait tiquer ou quoi. Mais en tout cas, rien de scandaleux, rien de vraiment très mauvais ou qui vraiment m'a fait sauter de mon siège. C'était moyen, moins, quoi. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est terriblement insignifiant, en fait. Je me place pas seulement du point de vue du précédent, mais sur tous les Pixar en général, sur le studio, je trouve que c'est un film très insignifiant. Bah, si c'était un film Disney Toon, ce serait une bonne suite. Le problème, c'est que c'est un film Pixar.
Donc voilà, c'est un studio qui nous avait habitués fut un temps à des films singuliers et puissants. Et là, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Moi perso, je le mets quand même un poil au-dessus du premier parce que, comme je l'ai dit, il a réussi à provoquer chez moi ce que le premier a échoué à faire. Mais là, c'est purement mon ressenti personnel. Ouais. Moi, si je parle vraiment avec mon cœur, c'est je le mets devant. Mais c'est genre les bords des deux films se collent, quoi. Ils se percutent, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Disons que t'as été un tout petit peu plus emporté par certains éléments de celui-là, ce qui n'était pas le cas pour le 1. En fait, moi, c'est l'inverse. J'étais un petit peu plus emporté sur le 1 sur certains points qui ne sont plus présents ici. On n'est pas sur du Buzz l'éclair, sur du Indestructible 2. Il y a rien de scandaleux qui devrait me moutrer. On s'attendait quand même à avoir ça, à avoir quelque chose de scandaleux. Il y a une petite différence de nuance entre nous, mais globalement, on est d'accord que c'est plutôt une bonne surprise dans le sens où on en attendait vraiment rien, quoi. Les bandes annonces faisaient peur, hein, on va pas se mentir. Moi, déjà que j'étais pas fan du 1, là, j'avais vraiment l'impression de voir une version François Pérusse du premier, hein. C'est pas pour dénigrer François Pérusse, j'adore François Pérusse, mais il a fait quelques capsules qu'il appelait comme ça à l'époque sur justement les personnages dans le cerveau. Donc là, je m'attendais vraiment à me dire, déjà que je trouvais le premier pas subtil, là, je me suis dit, là, on va perdre toute la subtilité du machin, quoi. Ouais, moi, c'était surtout l'absence de Pete Docter qui me faisait peur. Bon, du coup, je reste quand même sur la position de, y a pas Pete Docter et ça se ressent un petit peu, mais c'est pas la catastrophe totale. Le mec s'en sort bien. Et comme tu disais, du coup, je suis d'accord avec toi, c'est quand même la meilleure suite qu'on ait eue après Monstre Academy, qui n'était pas une suite, mais depuis cette période-là de Pixar, c'est la meilleure suite. Ah oui, clairement. Ce qui est en soi un petit exploit, encore une fois. Disons que quand je dis meilleure suite post-Monstre Academy, justement, comme je dis toujours, je me rabats pas sur la poubelle sous prétexte qu'il y a la fosse septique à côté, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est pas un film horrible, mais si on replace par rapport à tous les Pixar qu'on a eu, bon, il est quand même dans la tranche basse, moi, je trouve. Ouais, il est pas très loin de la frontière, j'aime pas, quoi. Je le défendrai pas, en tout cas, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un peu dérangé, c'est pour ça que je préfère moi aussi, ça titille, hein, ça titille. Ouais, des ça trucs titille un peu. Eh bien, c'est peut-être le moment de passer en partie spoiler, parce qu'on a donné notre avis, voilà, général, sans trop spoiler. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont nous échapper, donc passons en partie spoiler, si tu le veux bien. Ouais, allons-y. Hein. C'est parti pour la partie spoiler. Alors, sur quoi on pourrait commencer, tiens? Est-ce qu'on parlait pas du positif d'abord? Oui, allez, parlons du positif, ouais. Ouais, moi, il y a plein de petites choses que j'ai bien aimées, de bonnes idées, parce que le 1, pour moi, c'était une des qualités, c'est qu'il fourmillait de bonnes idées, qui n'étaient pas toujours bien exploitées, mais en tout cas, les idées étaient là. Et là, j'avais peur, justement, avec changement de réalisateur, qu'il n'y a pas de créativité, quoi, que ce soit le niveau 0. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonnes idées. Ça m'a fait trop rire la vieille mamie qui s'appelle Nostalgie, et qui sort de son coin. Ça, c'était super marrant. Bonne idée, en tout cas. Il y a eu aussi la parade des futurs métiers, là. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon concept, tu vois, de parader sur des idées de métiers que tu voudrais faire et être parade dans une fête comme ça. Je trouvais ça intéressant. Pour me positionner, c'est ce qui fait que, justement, cette fois, j'ai réapprécié les choses. Je suis rentré dans la salle en me disant, je pars du principe que tu vas me proposer des concepts qui vont pas forcément me parler. Donc, du coup, j'ai accepté ce contrat-là et à partir de là, du coup, j'ai plus apprécié certaines choses que dans le 1. Du coup, c'est ça qui m'a fait plus apprécier la créativité que celui-là, même s'il y a des choses qui m'ont fait tiquer, justement, genre par exemple la parade des métiers, j'ai bien aimé, mais en même temps je me disais oui mais prenez juste un ballon et envolez-vous, en fait c'est pas le métier qui va vous changer et qui va vous sortir de la situation, en fait. Ah bah oui. Après moi je parle juste de la présence de l'idée, en fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Je dis pas que c'est bien exploité, hein, loin de là, mais c'est que je me dis il y a l'idée, alors que moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment même pas d'idée, en fait, ou alors que ce soit tout repris du 1 et qu'on rajoute rien, quoi. Donc je me dis déjà je me satisfais de la présence de l'idée, tu vois, de la parade des métiers, d'avoir au moins fait l'effort de penser à quelque chose de nouveau comme ça. Là par contre, un concept qui dure pas très longtemps mais qui est exploité et que j'ai beaucoup aimé, c'est la crevasse des sarcasmes. Ils ont besoin des ouvriers, je crois, pour essayer de traverser, et ils disent des choses pour flatter leur ego, sauf que comme ils sont coupés par la frontière des sarcasmes, et du coup cette frontière renvoie la vraie émotion derrière la phrase. Ça j'ai beaucoup aimé ça a créé un rendu comique très drôle et qui m'a vraiment fait sourire. Là pour le coup, le concept, je l'ai trouvé très subtil comparé aux 3/4 des concepts du premier par exemple. J'ai trouvé très subtil, je me suis dit ah putain c'est simple, vous arrivez à me faire rire et ça fait progresser l'histoire. C'est vraiment bien trouvé ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Après de là à dire que c'est subtil, j'emploierais pas ce terme, parce qu'il y a quand même un truc qui m'a fait tiquer sur ce truc là, c'est que la faille s'ouvre et à ce moment là ils sont sur le cours de la pensée, donc la rivière. Mais en fait quand on fait du sarcasme, on ne coupe pas le cours de notre pensée. Donc pourquoi en fait la faille elle interrompt
interrompent le cours de la pensée. On s'arrête pas de penser parce qu'on fait du sarcasme. C'est ça que tu vois, c'est là où le concept, il y a une petite limite, tu vois. Enfin, j'ai pas trouvé que ça interrompait la pensée, justement, parce que là ça continue. C'est que le concept est présenté en mode, la faille, voilà, elle sépare le cours de la pensée en deux. Parce que du coup, le fleuve est interrompu. Donc ça voudrait dire que quand on fait du sarcasme, on arrête de penser. Enfin, le cours de notre pensée est interrompu. Mais il est pas interrompu, le fleuve, il continue justement à travers la crevasse, puisqu'à un moment il tombe dedans à la fin. Mais du coup, l'eau, elle rejoint, l'eau, si tant est que ce truc soit une eau. Enfin, du coup, ça crée une cascade, mais le courant continue son cours. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il continue pas tout droit. Le fil de la pensée ne perdure pas, en fait. C'est ça qui m'a un petit peu fait tiquer, tu vois. Tu vois, il aurait pu juste continuer sa route et que la faille, elle fasse le tour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Cette frontière, elle marque entre pensée sincère, honnête et ce que tu veux vraiment dire, quoi. Oui, après, non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Les ouvriers qui entendent différemment le truc. Ça, c'est vrai que c'était marrant, ça marche bien, ça. Pareil pour la tempête d'idées. Ça, j'ai bien aimé ça. Parce que c'est vrai que tu sais, l'idée qui est insérée dans le tableau de bord qu'on voyait dans le 1, bon, il y avait ça, c'était sympa, mais c'était pas exploité. Et là, on a vraiment, voilà, littéralement une tempête avec plein d'ampoules qui arrivent, des idées. J'ai trouvé ça super intéressant, pour le coup. Encore une fois, ça, c'est un point que je prends par rapport au 1, c'est que moi, dans le premier, ça me freinait un peu, ce truc de... Ouais, tu vois. On te prend une idée, on te la loge dans la tête, c'est pas comme ça vraiment que ça marche, quoi. Mais ça c'est encore une fois, je le dis, ça va, c'est par rapport à ma sensibilité. Moi, ça va avec le côté machine bien huilée qui me dérangeait un peu dans le 1. J'ai bien aimé justement que on illustre un peu plus le chaos qui se passe dans la tête de la gamine avec une tempête d'idées. Et le fait qu'il y ait une grosse idée parmi d'autres petites, c'est beaucoup plus symbolique. C'est un visuel qui m'a beaucoup plus séduit, quoi. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Ouais. Dans les bonnes idées, les concepts qui marchent bien, j'ai adoré la scène qui était très drôle d'ailleurs, où Riley, elle est dans la voiture avec ses copines, elle essaye d'interpréter les expressions de la tête de ses copines. Ouais. On voit en fait Dégoût qui fait des calculs dans la tête pour essayer, alors qu'est-ce que ça veut dire, et en fait c'est un peu du commérage, tout ça. Enfin, j'ai bien aimé l'idée, voilà, que chacune des filles se dise, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle peut penser, oh regarde le sourcil qui se lève. Ouais, c'était bien trouvé ça. J'étais un peu hermétique à l'idée, mais en soi c'était pas mal, ouais. Et puis en plus c'est quelque chose de neuf qu'on n'a pas vu dans le premier, donc moi je prends, hein, c'est quelque chose que je m'attendais pas à voir, c'est le genre de choses que je m'attendais pas à voir dans le deuxième, donc c'est que du plus pour moi. Tu vois. Après voilà, moi niveau bonnes idées, je pense que ça s'arrête là, j'en ai plus d'autres en tête. En soi, j'aime bien le personnage d'anxiété. Ouais. Alors tu veux qu'on parle des émotions, enfin des nouvelles émotions? Ouais, des nouvelles émotions tant qu'à faire. J'ai surtout envie de parler de anxiété parce que les trois autres, nostalgie, mais la nostalgie c'est pas une émotion, enfin ça c'est bizarre. Mais ouais, mais c'est plus un truc qui sort dans un coin, une vieille mamie, tu vois, je prends pas ça comme une émotion, moi. Ce qui m'avait frappé, c'est que je me disais, tiens, c'est marrant, les nouvelles elles sont 4 alors que les autres, les protagonistes ils sont 5. Ouais, ah voilà, dernier point positif, enfin pas dernier, je pense qu'on va en trouver au fur et à mesure de la discussion. Pour moi c'est un point positif, j'ai bien aimé que les 5 émotions soient dans le même bateau cette fois. Beaucoup plus coopératif, ils se détachent vraiment les uns et les autres, chacun a son petit moment de gloire. J'ai beaucoup aimé ça comparé au 1. Ça va me faire répéter ce que j'ai dit dans la vidéo sur le 1, donc par rapport à comment c'était géré. Et c'est vrai que les 3 autres étaient en retrait dans le 1, donc là elles sont un peu moins en retrait, mais pour moi c'est plus les 5 qui sont cette fois en retrait par rapport aux nouvelles. Mais bon, cette fois c'est normal parce qu'il faut laisser la place aux nouveaux personnages aussi. Mais j'ai trouvé que ça se complétait bien justement. Anxiété, je trouve que ils réussissent ce qu'ils avaient j'ai pas dire échoué dans le 1, mais c'était un peu flou. Pour moi, en un seul personnage, ils réussissent à faire ce qu'ils voulaient faire dans le 1 avec joie et colère, on va dire ça. C'est de montrer que les émotions des fois peuvent être des antagonistes pour nous-mêmes en fait. C'est ce qu'ils essayaient de faire avec joie et un peu colère, mais bon, joie elle avait le rôle principal dans le premier. Ouais, anxiété, j'ai beaucoup aimé ce côté hyperactif. Bon, en même temps, elle représente l'anxiété, etc. Au début, elle est persuadée de faire les bonnes choses pour Riley, parce qu'elle crée du coup cette nouveauté qui est centrale dans le récit, c'est cette espèce d'étoile de la bonne foi, c'est ça? Oui, et que tout ce qu'elle fait qui semble a priori, je m'attendais pas à ce que le film me l'amène comme ça, mais que tout ce qu'elle fasse soit pour elle positif, et qu'une fois qu'elle a tout concrétisé, et en fait cette étoile là en fait devient néfaste alors qu'elle était persuadée que ça allait être bon, parce que du coup ça devient l'étoile de, c'est quoi la phrase qu'elle dit? Je ne suis pas à la hauteur. Voilà, c'est ça, je ne suis pas à la hauteur. C'était à ce moment là que le film a réussi à m'agripper et à vraiment m'agripper, et je me suis dit ah merde, d'accord, c'est là que ça va vraiment partir en live, parce que le film arrive à te perdre un peu là-dedans, parce que durant tout le film on te montre que ce qu'elle fait, l'anxiété, mais de rien ça peut paraître un peu bénéfique pour Riley, et puis comme on a traversé cette période de l'adolescence où on change, on se dit que peut-être il faut choisir d'autres personnes, de nouveaux amis, etc. Donc ça marche, et en même temps t'es pris avec le conflit
conflit de joie aussi, qui elle comprend Riley avec les autres émotions. Donc voilà, j'ai trouvé que la dualité avec anxiété passait très bien. Il y a même, j'ai beaucoup aimé le moment où, d'ailleurs ça fait très hommage aux anciens animateurs Disney avec les gars qui sont dans les locaux et qui esquissent une possibilité de scénario et qui l'envoient au quartier général. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce passage. Le versus entre joie qui stimule des bonnes idées, des scénarios positifs et anxiété qui en propose de mauvais, c'est un des moments qui a commencé à m'investir. Je me suis dit, enfin voilà, ça passe bien. Bah, on peut dire que littéralement la joie est du côté des créatifs quand l'anxiété est du côté des dirigeants. Oui voilà, c'est ça. Belle métaphore de ce qui se passe en interne chez Disney. Encore une fois, oui. Mais voilà, j'ai trouvé que là, cette fois, la rivalité passe bien et le conflit était... Alors, c'est peut-être, pour moi, c'est un plus, mais que tout le conflit soit incarné par un seul personnage au lieu de dispatcher entre plusieurs dans le 1, pour moi, ça marche mieux ici. Bah, moi, sur anxiété, je partage certains de tes points positifs, notamment le fait qu'elle soit purement et simplement son émotion à elle. Déjà, le fait que dans tout le film, on ressente que c'est vraiment l'anxiété. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'échouait un peu à faire le 1 et qui n'est pas toujours réussi sur les autres émotions, mais on en parlera après. Déjà, voilà, l'anxiété, elle est bien réussie comme caractérisation, même si c'est pas compliqué, mais bon. En tout cas, c'est une nouveauté qui fait mouche. En tout cas, je pense qu'on peut le dire. J'ai aussi aimé la scène avec le conflit avec Joie. À la fin, il y avait vraiment ce sentiment de chaos, hein. Quand elle devient une tornade littéralement autour de la console, bah pareil, la tempête d'émotions etc. Comme la tempête d'idées. J'ai trouvé que c'était plus fort en fait. Et oui, comme tu dis, le fait qu'elle caractérise vraiment bien son émotion à elle, par le fait que bah là, on la montre vraiment. Moi, il y avait vraiment des moments où je me disais, oh mais putain, mais elle est insupportable, hein, parce que même quand la situation se pète, eh ben, elle la pète encore plus, quoi. Genre quand les 5 émotions, elles sont prêtes à revenir dans le quartier cérébral et qu'elle pète le tuyau, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que dans le premier, il y avait aussi ce sentiment de chaos avec les îles qui s'écroulent et tout. Mais là, le fait que ce soit incarné par un personnage, eh ben, j'ai plus été pris par ce sentiment de chaos, en fait. C'est peut-être ça qui m'a un peu gêné, c'est que ce soit incarné en un seul personnage, là où je trouve que c'était un peu plus nuancé dans le 1, et moi je préfère justement le fait que l'antagoniste ne soit pas une seule personne. Parce que ce qui m'embête un petit peu avec cette idée, c'est que l'adolescence ne se résume pas à être juste anxieux et toujours anxieux, et à ce que l'anxiété guide chacun de nos faits et gestes. C'est juste ça. J'ai trouvé que c'était un peu moins nuancé que dans le 1, donc ça me gêne un petit peu en ça. Mais tu dis qu'on sent un peu plus le chaos que dans le 1, et c'est là que je suis pas d'accord non plus, parce que je trouve que de manière globale, hein, sur tout le film, les enjeux sont très très inférieurs à ceux du 1, parce que on l'avait un petit peu dit dans la vidéo du premier, Riley, ce qu'elle doit affronter, c'est une petite fugue. Voilà, j'avais même dit que, imagine si elle perd un de ses parents, ce serait quand même plus grave, quelque chose d'un petit peu bien plus dramatique à gérer. Bon, là, on est même plus sur le niveau de la fugue, on en est à résoudre une dispute entre filles et savoir si elle va valider son stage de hockey. Donc bon, moi je trouve pas que les enjeux soient très élevés, tu vois. C'est pas ça les enjeux, c'est elle a peur de perdre ses deux copines, c'est quand même déjà plus fort que de changer de quartier. Non, l'enjeu du 1, c'était pas seulement changer de quartier, c'était à essayer d'accepter sa nouvelle vie. Et déjà que je trouve que c'était pas, voilà, c'est bon, tu sais, avec la fugue, bon, c'était pas quelque chose de très grave qui se passait. Là, pour moi, on est encore en dessous, quoi. À la fin, on fait un câlin et c'est terminé, quoi. Enfin, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Tu admets quand même que perdre ses copines et tenter de fuguer, c'est quand même pas le même niveau de drame. Pour moi, il y a la façon de montrer, en fait. Je sais pas, j'ai été plus pris par son côté pétage de câble, avoir peur de pas être à la hauteur. Ouais, tu l'as plus ressenti, ouais. J'ai plus ressenti ça. Pourtant, j'ai beau revoir le 1, hein, mais je suis pas très investi dans le 1. Moi non plus. Mais du coup, je le suis encore moins ici quand l'enjeu, pour moi, en tout cas, est en dessous. Moi, je le suis un peu plus, parce que le moment où elle blesse sa copine, alors que c'est justement elle qu'elle a peur de perdre, bah là, j'ai ressenti quelque chose. Moi, ça m'a pas beaucoup ému, quoi. J'ai pas ressenti grand chose à ce moment-là, parce que, justement, enfin, en fait, globalement, pour le 1 et le 2, je pense qu'on pourrait faire tellement plus, lui faire traverser des épreuves tellement plus importantes, que là, en fait, de me rendre compte que tout le film, il s'agit d'un stage de hockey. Alors oui, je résume globalement, tu vois, enfin, quand on dit ça comme ça, forcément, c'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu, ça m'a fait penser à Drago et Max, les sportifs de l'extrême, quoi. C'est ça ton film. Tu vas leur faire un peu de sport dans un coin, et bon. Après, ça, c'est pour Riley. Les émotions, elles suivent un petit peu le mouvement. Je trouve que c'est quand même bien moins impactant et moins fort que dans le 1, qui ne l'était déjà pas bien assez. Là où je fais un petit mea culpa par rapport à ce reproche que j'avais dans le 1, alors ça ne change pas le fait que dans le 1, j'arrive pas à être investi, et là je le suis un peu plus. Je comprends maintenant que c'est une note d'intention de cet univers de montrer des tracas, on va dire, quotidiens pour le personnage humain, dans le sens où ce que vit cette
cette gamine, ça pourrait arriver à tout le monde en fait. Ah non, mais ça, j'en suis parfaitement conscient et c'est très bien que ce soit comme ça. Je parlais pas pour toi, mais je l'ai accepté, ça. Voilà. Oui, moi aussi, j'ai accepté le fait qu'on montre des tracas quotidiens et c'est très bien comme ça. Le truc, c'est pour moi, dans la liste des tracas quotidiens ou même des choses qui peuvent advenir dans la vie, pour moi, on est vraiment sur le bas de la liste, les choses les moins importantes qui puissent nous arriver, quoi. Un stage de hockey, franchement, c'est pas le meilleur élément que tu pourrais choisir pour nous montrer comment ça se passe dans ta tête. Tout le monde perd un proche à un moment dans sa vie. Tout le monde a des problèmes de travail. Tout le monde, bon là, elle est adolescente. Quand t'es adolescent, tu t'engueules avec tes parents tout le temps, tu vois. Il y a même pas une engueulade de parents dans ce film-là. Ouais, c'est vrai. Ils sont complètement inexistants, les parents, dans celui-là. Alors que ce soit inexistant, bon, c'est pas forcément le problème. Mais je veux dire, le principe de l'adolescence, parce qu'en plus c'est un petit peu caricatural, parce qu'elle a l'appareil dentaire. Bon, c'est normal, hein, c'est le truc de l'adolescence. Mais du coup, quitte à faire ça, autant montrer ce qui est le plus représentatif de l'adolescence, c'est-à-dire la rébellion contre les parents. Pour moi, une petite dispute entre filles et un gros câlin à la fin pour se réconcilier, bon, c'est pas très fort comme drame. Oui, mais bon. Je me suis dit, oh putain, si vous nous faites vice-versa en mode alerte rouge, je pète un câble. Hein. Non, mais peut-être pas jusque-là, tu vois. Je me rends compte d'un truc, alors peut-être que je me trompe. Dans le premier, tu parles de l'enjeu faire face à une fugue, etc. Mais oui. Parce que pour moi, dans le 1, en fait, ça se résume à ça. C'est elle change et le truc de la fugue à régler. Pas vraiment, parce que dans le 1, le truc, c'est qu'elle doit grandir, mais le film justifie le fait qu'elle grandisse d'un coup par le fait qu'elle a pas le choix, parce qu'il y a un déménagement, tous ses repères volent en éclats, et donc ça l'oblige à grandir d'un coup, parce qu'on grandit au fur et à mesure. Et le film justifie ça par le fait qu'elle a un déménagement, donc elle grandit d'un coup, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est que elle grandit d'un coup, mais c'est un peu large comme sujet. Là, j'ai mieux aimé dans le 2, en fait, j'ai trouvé ça un peu plus, je pense que subtil n'est pas le mot, mais le club de hockey et l'histoire des copines, en fait, c'est pas un prétexte, mais c'est pour mettre en avant le fait que l'enjeu dans celui-là, c'est son estime en soi, en fait. C'est son estime d'elle, en fait. Et j'ai trouvé déjà ça, rien que ça, c'est petit, mais ça m'agrippe plus. Si son problème en parallèle de ça, c'est aussi elle-même et son estime qu'elle a pour elle-même, justement au moment de l'adolescence, bah là t'arrives déjà beaucoup plus à m'avoir. Je suis d'accord, mais ça rejoint ce qu'on disait au début, en fait, c'est pas nul, hein, c'est pas mal fait. L'estime de soi, évidemment, c'est quelque chose qui bouleverse à l'adolescence. C'est pertinent, mais pour moi, c'est moins pertinent. Voilà, et ça m'aide beaucoup plus à caractériser Riley comparé au premier film, en fait. J'entends, mais pour moi, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de l'adolescence. Voilà, c'est pas juste l'estime de soi. Ah oui. C'est là que je suis un petit peu déçu dans ce sens-là, où je me dis, bon, le film reste très sage, alors qu'il aurait pu aller dans d'autres directions bien plus stimulantes. C'est ça que je veux dire. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu la morale du film, qui en fait, finalement, est la même que le premier. J'ai l'impression, en tout cas, enfin, c'est un peu la même morale que le 1, et même ça régresse un petit peu, parce que dans le deuxième, à la fin, c'est Joie toute seule, qui prend le lead, après avoir vaincu Anxiété, si on peut dire ça comme ça. Elle reprend le lead, et Riley, ça y est, elle est heureuse, et puis ils se font tous un câlin, et puis tout est bien qui finit bien. Alors que moi, je préférais un petit peu la morale du premier, où c'était, je vais prendre le lead avec tristesse, parce que j'ai appris qu'elle était importante aussi. Ce qui fait que c'est un petit peu moins bien, c'est que il y a un moment où Joie reprend les rênes toute seule. Et ça, c'est quelque chose qu'elle avait appris dans le premier, et ça m'a gêné un petit peu. Ah, je suis pas trop d'accord. Je trouve que justement, comparé au 1, parce que, ok, dans le 1, elle laisse tristesse parce qu'elle a accepté que Riley avait besoin de tristesse. Pour moi, ça complète un peu avec le 1, parce que, voilà, cette fois, elle avait besoin de tristesse. Elle a appelé tristesse. Bah, dans celui-là, elle appelle Joie. Mais Joie, pour moi, elle met juste le petit coup de marteau final pour réparer la chose, parce que, non, là, justement, j'ai beaucoup aimé ça, parce elle fait exploser, du coup, la tempête, enfin, pas la tempête, mais tous les souvenirs qui étaient jugés comme mauvais, etc. Non, j'ai beaucoup aimé ça, justement, par rapport au 1, parce que le câlin, c'est pas juste câlin Teletubbies, on est amis, c'est toutes tes émotions, tous tes souvenirs, qu'ils soient bons, mauvais, font partie de toi. C'est aussi ce qu'on a fait de mal dans la vie qui te forge aussi, c'est pas que des bonnes choses. Je trouvais que c'était bien complémentaire avec le 1, en fait. Parce que le 1, la morale, c'était quoi? Le 1, la morale, c'était t'as le droit de pleurer, c'est pas grave. C'est pas vraiment la même morale. Oui, c'est peut-être pas forcément la morale, mais ce qui est véhiculé dans la scène finale, en tout cas. Moi, ce que je veux dire, c'est que, oui, les émotions à la fin, le câlin, c'est pour dire toutes les
les émotions sont importantes, on est tous là, on est tous nécessaires à Riley. Oui, c'était aussi le message du 1, à la fin, on a besoin de tristesse comme des autres émotions, mais ça sous-entendait aussi, voilà, on a besoin de toutes les émotions. Donc en fait, pour moi, ce que dit le 2, c'est, voilà, je suis pas tombé de ma chaise, quoi. D'accord, oui, j'avais déjà compris ça dans le premier film. C'était plus fort pour moi, ici. Bah moi, c'était moins fort, parce que tu vois, là où ils font le câlin à la fin, je voyais plus, par exemple, pour que ce soit mieux illustré, je voyais plus toutes les émotions devant le tableau de bord en se tenant par le bras et en contrôlant ensemble Riley. Là, à la fin, on fait un câlin et tout va mieux, quoi. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé le coup des souvenirs, en fait, que même les mauvais souvenirs arrivent dans l'espèce de mare là qui crée l'étoile de personnalité, en fait, et que là après t'as plein d'étoiles en fait qui se créent, qui fusionnent entre elles, et avec les meilleures images que peut avoir Riley d'elle-même et les pires, pour montrer que c'est complémentaire, etc. Avec ce truc là en plus, j'ai beaucoup aimé. Bah oui, mais ça c'était déjà dans le premier film. Quand Joie elle regarde le souvenir et qu'elle se rend compte que le souvenir était déjà triste, c'était un petit peu la même idée, alors pas exactement la même, mais ça sous-entendait un petit peu la même chose quand même. Oui, mais ça parlait pas d'elle-même. Dans le 1, c'est plus un état d'âme. Là, j'ai beaucoup aimé, c'était plus fort pour moi que ça parle d'elle, vraiment ce qu'elle est en fait. Dans le premier, c'était une question de réconfort, genre le souvenir qu'elle remarque moi, j'ai pas dans vu la ça comme du décharge. réconfort. Hein. Même à la fin, ça se finit avec un câlin avec ses parents, Riley. Le souvenir qu'elle revoit Joie. Au début, Riley est triste et à la fin, elle est joyeuse. C'était un état d'âme, mais ça parlait pas d'elle, ce qu'elle est en fait. Oh, je suis pas d'accord. C'est quand même le but du truc, c'était de sauver ses souvenirs fondateurs qui faisaient d'elle sa personnalité. Donc ça parlait fondamentalement d'elle. Parce que c'était vraiment sa personnalité à elle. Quand Joie, elle voit le premier souvenir du hockey, elle voit que ça part d'une mauvaise expérience et ça finit dans la joie, ils font la fête, tu vois. J'ai l'impression que c'était déjà sous-entendu dans le 1, ça. Hein. Bah, si c'était sous-entendu dans le 1, je l'ai mieux ressenti ici. J'ai eu un peu le sentiment d'un doublon, ou en tout cas de quelque chose qu'on avait déjà un petit peu compris quand même. Ouais, je sais pas, ça a mieux marché dans je pense que c'était la façon de montrer et de faire aussi. Et peut-être on n'est pas sensible à la même chose. Je comprends ton sentiment. Je trouve le film globalement plus maladroit que le premier. Enfin, en tout cas, il y a plus. Moi, je le trouve moins bordélique, justement. Moi, j'ai trouvé beaucoup de facilité scénaristique, par exemple. Il y a plein de moments où il y en avait aussi dans le premier, un petit peu. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu plus disséminé partout dans le film. Par exemple, tu vois, le coup du talkie-walkie. Ça tombe bien, tiens, il y a un talkie-walkie sur le côté, ça va nous servir pour communiquer parce que sinon, on est bloqué. Ça va, il y a des flics partout avec des talkie-walkie, donc ça va. Oh, bah arrête, on est dans un esprit bon. D'ailleurs, ça m'a fait tiquer. C'est pour ça que je me suis dit à un moment donné, mais attendez, on va revoir Bing Bong ou quoi? Disparition totale de la décharge des souvenirs. Bah oui. Maintenant, les souvenirs, on les envoie dans un coin là-bas. Enfin, les souvenirs dont on veut plus en entendre parler, on les envoie à l'autre bout de la station. Mais voilà, on peut y aller quand même. Ça, voilà, ça m'a fait tiquer aussi parce que normalement, dans le premier, c'est les ouvriers qui décident, bah tiens, ça on oublie, ça on oublie. Alors que là, ils ont dit, bah c'est Joie en fait. Quand elle veut, elle peut décider de balancer le souvenir tout au fond. Pourquoi du coup, les ouvriers, ils ont plus de travail? Ah, c'est une métaphore de la grève des scénaristes chez Disney. Je vais loin, je sais. Mais ouais, ça m'a fait tiquer aussi, ouais, Joie qui a soudain ce pouvoir. Bah tiens, j'ai inventé ça. Puis alors, toute la partie avec les 3 couillons imaginaires, là, c'est... Oh, c'était lourd. Quand je voyais, Dora, hein, je vais l'appeler Dora, oui, parce que c'est Dora l'exploratrice, ce machin. Quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, tu arrives à être encore moins subtil que le concept du film. Oui. C'est un sacré exploit en ce qui me concerne. Bon, le deuxième, ok, voilà, c'est pour le crush. Et le troisième, par contre, qui n'apparaît pas plus de 30 secondes, je pense. Mais intriguant. Bah, alors, moi, je pense juste que c'est pour pas qu'il se soit fait accuser de plagiat par DreamWorks pour La Nuit d'Orion. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a une petite vibe Nuit d'Orion. Ouais, non, mais tu rigoles ou quoi? C'est la même chose. Par contre, point positif, c'est j'ai apprécié la présence de nouveaux styles d'animation, dissonant de la 3D pixarienne. Ouais, mais du coup, après, c'est à se demander pourquoi Bing Bong, il était pas en crayon, du coup. Bah oui, bah voilà, ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. C'est bancal, hein, comme à noter le style d'animation. Bah, je sais même pas si c'est en 2D parce que maintenant c'est camouflé, c'est bon. Non, c'est pas de la 2D. Enfin, ou alors c'est de la 2D avec de la fausse 2D avec des curseurs, etc. Voilà. Alors au moins ça s'étalait pas sur 3 plombs comme avec le hangar des pensées abstraites, etc. dans le 1, quoi. Oui, mais tu vois, c'était pertinent quand même le hangar des pensées abstraites. Dire que ça s'étend sur 3 plombs, je suis pas d'accord. Hein. Là, c'était le personnage Dora l'exploratrice était quand même assez insupportable, je trouve. Oui, mais il sert à la fin. Oui, bah oui, c'est littéralement sortir du chapeau ce qu'on a besoin. Hein. Ça rejoint les facilités scénaristiques. Mais bon, bah après c'est un élément abstrait, donc je peux accepter ça en termes de facilité. Mais, encore une fois, la parole qui surplombe toute cette vidéo, c'est y a rien de grave, y a rien de scandaleux. Tu vois, ah non. Moi le film me gueule dessus, je suis abstrait. Je me suis dit bah oui, tu es abstrait. Bah alors pourquoi t'aimes pas le hangar des pensées abstraites? Ouais. Il y avait plein de petites facilités. Ah bah on en parle aussi
ça m'avait fait tiquer sur la bande-annonce, mais j'attendais de voir le film pour confirmer le problème. Mais c'est en effet un problème. La puberté qui arrive du jour au lendemain, littéralement en une seule nuit. Ouais, bon, alors ça, ouais. Tu deviens pas adolescent en une seule nuit. La veille, elle se couche. Écoute, est-ce que je peux te raconter une anecdote personnelle? Ah, bon, à moins que tu vas peut-être démentir pour ton cas personnel. C'est à côté de chez moi, 2 rues après, il y avait un jardin pour gosses, où moi, mon meilleur pote et mon petit frère, on adorait jouer. Un jour, je crois que c'était un vendredi, on a passé la journée, à fin d'après-midi, soirée, à jouer là-bas, on s'est éclaté. Voilà, et comme des gamins, quoi, tu vois. Le lendemain, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ma tête. Je passe devant ce jardin, et toutes les pensées qui me traversaient la tête, c'était « Non mais ça va, c'est pour gosses, plus jamais de ma vie, j'irai là-dedans. » J'ai plus jamais mis les pieds dans ce jardin. Ah ouais? Ah bah écoute, tu es l'exemple vivant de la crédibilité du film. Écoute, moi j'ai eu le sentiment que... En fait, ce qui était gros, c'est le fait qu'elle se couche. Il y a son père qui lui fait « Ah mon petit Wistiti », elle fait la bêtise. Elle se couche comme ça, et le lendemain, elle se lève, elle dit à sa mère « C'est bon, tu m'emmerdes, dégage », et puis elle fait l'adolescente pure souche, quoi. Là par exemple, c'est typiquement ce que, comme je disais au début, il y a les problèmes du premier, mais avec du plus. C'est l'illustration directe du humain machine bien huilée qui ne m'atteint pas, quoi. Je veux bien comprendre le côté jour au lendemain. Je pense qu'il y a quand même un escalier entre les deux attitudes de Riley là. C'est ce que je disais, c'est que ça arrive littéralement du jour au lendemain. Et en fait, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais ce qui me dérange pas dans le premier, parce que dans le premier, c'est le déménagement et le déracinement qui entraînent le fait de grandir d'un seul coup. Alors c'est toujours trop vite, évidemment, parce que bon, on est dans un film, il faut que ça dure quelques jours, c'est tout. Donc, mais je peux plus accepter quand on me dit, elle vit un événement traumatisant, si on peut dire, quand on est enfant en tout cas, je l'accepte plus que là où vraiment il se passe rien de très important dans sa vie, si ce n'est qu'elle va avoir le stage de hockey dans quelques jours. Donc voilà, c'est pas imminent. Et d'un seul coup, en une nuit comme ça, on sait pas pourquoi, le bouton s'active et ça y est, madame devient une adolescente, mais totale, quoi, en une nuit. La façon dont c'est montré, j'arrive pas non plus. Ce que je reprochais au premier, quand j'avais l'impression que le concept donnait l'impression que Riley était pas responsable de ses actes, là c'est littéral, parce que dans comment c'est montré, heureusement ça se calme un peu après, mais là cette scène là elle est réglée comme une poupée, quoi. Appuie sur triangle, elle va être triste, appuie sur carré, elle va engueuler sa mère. L'humain ne marche pas comme ça. C'est ça, surtout sur un film qui est censé analyser le comportement humain. Oui, en plus. Bon, dans le même genre le film veut pas s'emmerder avec faire l'effort d'expliquer correctement. T'as au début du film où Riley fait son match de hockey, elle est mise 2 minutes en dehors du jeu, et forcément 2 minutes, voilà, t'as Joie qui reprend le narratif du film, qui fait en voix off, je vais vous résumer tranquillement à toi spectateur ce qui s'est passé pour Riley entre le film 1 et le film 2. Moi c'est un procédé qui me fait sortir du film. Je me dis mais attends, film, t'es pas capable de me le faire comprendre, au cinéma t'es pas capable de me le montrer, non, il faut que tu m'expliques comme un journal télévisé, quoi. D'ailleurs, comme je pars du principe que tout ce qui est dans la tête de cette gamine, c'est elle, Joie, elle a un doudou bing bong dans sa chambre. Ah, j'ai pas fait gaffe. Donc ça veut dire que Riley se souvient encore de lui. Non, Joie se souvient, mais pas Riley. mais nique-toi, putain. En parlant de la chambre et de la nuit, ça m'a fait un petit peu tiquer parce que cette fois dans ce film-là, les émotions, elles ont des habits de nuit, elles sont habillées, elles ont des robes de chambre, quoi, et elles dorment toutes dans une partie de la tête de Riley. Sauf que premièrement, la nuit, les émotions, elles avaient pas d'habits de nuit dans le premier film, et en plus, quand Riley dormait, les émotions, elles allaient certes toutes se coucher, mais sauf une, il y en avait une qui montait la garde. Peur quand il monte bien la garde. Pendant que Riley dort, c'est même lui qui a peur justement à cause du rêve dans le premier film. Pourquoi là, il y a personne qui monte la garde? Des seuls passages du premier film qui me fait vraiment rire. J'ai bien aimé ça. Par contre, mais un truc dans la même scène dont tu parles, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que les émotions, elles font toutes des rêves en rapport avec l'émotion qu'elles incarnent. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Ouais. Alors en termes de design, j'ai rien à dire sur 3 des 4 nouvelles, on va dire, parce que pour ce qui est de ennui, je suis désolé, mais vous avez pas compris ce que c'est l'ennui, hein. Cette émotion, c'est pas ennui, c'est branleur. Voilà, c'est branleur gothique, émo, je sais pas quoi. Non, j'ai envie de dire, c'est juste le stéréotype d'un adolescent, c'est pas ennui. Bah oui. Ennui, elle est aussi sur son téléphone, et puis elle s'en branle de tout, donc c'est pas vraiment ennui. Oui, mais c'est branleur, c'est pas ennui, c'est branleur. Ah bah oui, et puis d'ailleurs ça rejoint un problème qui m'a un petit peu interpellé aussi, c'est que ces émotions là, normalement, tu les as aussi quand t'es gamin, parce que quand t'es gamin, ça t'arrive de t'ennuyer. Pareil pour envie, tu vas pas me faire croire qu'elle débarque que à l'adolescence. Quand t'es gamin, combien de fois t'as envie de manger des bonbons, combien de fois t'as envie de jouer, enfin, pourquoi ces émotions elles débarquent que maintenant? De toute façon, la simple existence de cette suite, on va pas se cacher, on connaît tous très bien la raison, mais pour moi c'était une balle dans le pied que se tirait ce projet, mais bon, du coup je me suis dit on fait avec. Un des points
point fort du 1, c'était quand même que, bon, c'était un point fort et un défaut, mais que les émotions, elles incarnaient leurs émotions, mais elles incarnaient aussi justement des variantes. Bah, peur, c'était aussi l'anxiété, justement. Tristesse, c'était aussi l'ennui. Et joie, vu son tempérament, c'était également aussi anxiété. Donc en fait, elle regroupait plusieurs sentiments dans une seule émotion. La suite, elle se tire une balle dans le pied en montrant que, au fait, il y a des variants qui existent. C'est le problème de la synthétisation. Dans le 1, c'était bien synthétisé. Dans le 2, on rajoute des émotions qui font un peu doublon. Pareil pour tristesse et embarras. Elles sont quand même assez proches dans la caractérisation. Hein. Et en plus, ils nous font littéralement un doigt d'honneur, parce que c'est peut-être le seul doigt d'honneur du film, c'est parce que on continue de montrer ce qui se passe dans la tête des parents, des adultes, et il y a pas ces émotions-là, alors qu'à la fin du film, elles restent avec eux. Ça n'a aucun sens. Ah si, alors il y a un moment, j'ai noté quand même, je crois que c'est dans la tête du père, c'est anxiété qui sort derrière le rideau et qui vient avec les émotions de base. Pourquoi elles sortent pas dans le 1 ? Les parents, ils devraient être anxieux quand leur gamine est fugue. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, c'est... Non, mais par contre, ouais, c'est chez la mère, mais on voit pas les émotions du père. On voit tellement pas les émotions du père que Emmanuel Jacomi, qui doublait la colère du père dans le 1, ici, il double un des ouvriers. Oui, c'est vrai, en effet, oui. Mais si, on le voit, les émotions du père, parce qu'il y a un moment, j'ai vu le film avec un ami Hugo qui est sur la chaîne. D'ailleurs, salutations à Hugo si tu écoutes cette vidéo. Et je me suis tourné vers lui pendant la séance. J'ai fait la remarque que, forcément, dans les émotions du père, c'est forcément colère qui a le lead. Et du coup, il y a une scène où ah bah si, c'est dans le générique de fin, du 2. Ah d'accord, oui, voilà. Bon, il a 2 rôles cette fois, Jacomi. Ouais, je suis pas sûr que colère et il parle à ce moment-là, donc peut-être que Jacomi ne parle pas. Hein. On voit la tête du père à ce moment-là. C'est là que anxiété, elle sort de derrière le rideau. Ouais. Ces émotions-là, elles devraient être présentes dans la tête des parents dès le premier, en fait. Après, voilà, c'est le problème de la suite, mais bon, on vous a pas obligé de faire une suite. Hein, mais bon. Les concepts bancals du 1, qu'on avait dénoncé dans la vidéo du premier film, pour moi, ils sont là aussi, mais en pire. Oui, je l'ai dit. Hein. Alors, en pire, peut-être pas, mais... pour moi, en pire. En ce qui me concerne. Tu parlais de doigt d'honneur. Bon, un petit doigt d'honneur, hein, je chipote un petit peu. Au début du film, on te dit, il y a le courant de la pensée. Donc maintenant, la pensée, c'est un courant, un fleuve. Alors que dans le premier film, c'était le train de la pensée. Ah bah oui, mais il est mort, le train. Il est tombé dans le gouffre. C'est pas une excuse, c'est pas parce que les îles de personnalité, elles se sont réactivées. Rien n'est définitif dans cet esprit. C'est des nouvelles, les îles à la fin du 1. Ah non, c'est les mêmes. L'île de la bêtise, elle redevient exactement la même. Hein. Ah oui, mais pour moi, ce que j'avais compris, c'est des nouvelles qui repopent avec quelques traits des anciennes. Au début du 2, on te montre que l'île de la famille, elle est là, que l'île de la bêtise, elle est là, c'est les mêmes que dans le 1. Il y en a juste des nouvelles en plus. Alors moi, je dis... parce que l'île de la famille, c'est plus du tout la même. Il y a plus que Riley avec ses parents, alors qu'il y avait tout des trucs autour d'elle, et elle est dans l'ombre de l'île de l'amitié. Ah non, dans le 2, là, elle dit bien dans un dialogue, ou je sais plus si on le voit, mais en tout cas, dans un dialogue, au moins un minimum, c'est sûr, joie ou tristesse, elles disent que l'île de la famille, elle est toujours là, l'île de la bêtise aussi, et elles disent à un moment, c'est l'île de l'amitié et des copines qui a vraiment pris en taille, quoi, mais l'île de la famille et de... Je dis pas le contraire, mais pour moi, à la fin du 1, les îles qui revenaient, île de l'amitié, bêtise, etc., c'était des nouvelles versions de celles qui sont tombées, c'était pas elles, puisqu'on les voit, elles s'écroulent dans la décharge, et quand tu tombes dans la décharge, tu disparais, donc ça peut être que ça. Hein. Ah bah oui, mais elles revenaient exactement à l'identique, hein, les îles, hein, quand elles remettaient les souvenirs dans la branche. Hein. Je sais pas, je les trouvais légèrement différentes. Bah écoute, on laissera la preuve au montage, on verra ce qu'il en est. Non, bon, on s'en fout qu'il a raison, mais de toute façon, cette idée de train de la pensée qui se transforme soudainement en courant de la pensée, bon, pourquoi d'un seul coup ça change comme ça Moi, je me suis dit pourquoi pas. non mais voilà, c'est pas grave, pourquoi pas, y a pas de souci. Mais je me dis, bon, vous changez d'un seul coup le concept du truc, bon. Au niveau des concepts, tu vois, c'est pareil que dans le 1, c'est quelque chose qui nous avait aussi beaucoup gêné, c'est qu'il y a des émotions qui ont d'autres émotions que l'émotion qu'elles sont censées incarner. Colère, à un moment, il dit, quoi, tu sais pas que ça m'arrive de pas être énervé? Bah ouais. Est-ce qu'on va clarifier une bonne fois pour toutes qu'il y a aussi des petites émotions et un quartier cérébral dans ces petites merdes? Pareil, quand c'est surtout la scène entre joie et colère, où joie elle est en train de piloter je sais plus quoi, et elle dit non mais vous savez, moi aussi ça m'arrive de pas être toujours joyeuse, et puis elle se met à être en colère, et juste après elle se met à pleurer, et c'est même colère qui lui remonte le moral. Mais ça a aucun sens quoi, colère qui remonte le moral. Est-ce que t'as prévu un point similitude avec le premier, parce qu'il y en a beaucoup hein, quand même. Ah si tu veux j'y suis là. Hein. Ils te refont la même scène où joie elle pleure entourée de souvenirs. Hein. Oui, c'est dans les boules. Contrairement à un certain film avec des schtroumpfs géants, ils sont pas allés jusqu'à reprendre la même musique à l'identique, mais quand même, c'est le même thème. Hein. C'est sûr, hein, il y a plus Michael Giacchino, donc on est obligé de reprendre les mêmes thèmes, enfin le même thème principal. Hein. C'est pas Michael Giacchino la musique? Ah bah dans le 2, non. Oh putain, c'est Andrea Datzman. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Je sais pas, mais ça s'entend que c'est plus lui. Ils ont juste repris le thème principal emblématique de Vice Versa, le reste insignifiant, il y a
aucun nouveau thème, quoi, enfin, marquant. La musique, elle n'existait pas dans celui-là. Hein. On reconnaît Giacchino parce qu'il met toujours un ou deux nouveaux thèmes en plus du thème principal quand il fait des suites. Ouais, alors tu m'excuseras, mais je n'ai pas entendu sa contribution dans Les Indestructibles 2, par exemple, mais... Attends, pour le coup, vous savez à quel point je déteste Les Indestructibles 2, il y a une vidéo de 36 minutes sur ma chaîne pour l'expliquer. Il y a, je crois, un nouveau thème sympathique, en tout cas, le thème principal revisité de manière significative dans la scène du démolisseur, enfin dans la scène d'action du démolisseur. Je crois que c'est un nouveau thème. Pour le coup, la musique, j'attaquerai pas Les Indestructibles 2 là-dessus. En tout cas, voilà, en plus de perdre Pete Docter, on a perdu Michael Giacchino. Sur la musique, c'est le même thème, pas de nouveau thème. Oui, et même le coin des secrets, bon, c'est... bon, en vrai, ça arrive à se démarquer, mais c'est le même délire qu'avec le subconscient et le clown géant, quoi. C'est à peu près ça. C'est le même point culminant, en plus, avec... Il y a quelques monstres comme ça, et puis t'en as un gros qui fait plus peur que les autres et qui défonce la porte, quoi. Mais globalement, tout le film reprend le cheminement du premier film, hein, les émotions qui sont exfiltrées dans le reste du cerveau, qui essayent de revenir. D'ailleurs, ça m'a fait tiquer ça aussi, parce que il y a un moment, je crois que c'est Colère qui dit, tu sais, quand ils ont leur plan pour revenir, et en fait le tuyau s'effondre, ils sont sur la boule de souvenirs là, et t'as Colère qui dit, c'était notre seule chance de revenir, hein. Bah non, tu fais comme dans le 1, vous êtes en train de reprendre toutes les scènes du 1, fais comme dans le 1, tu mets des petits amis imaginaires, et puis voilà. Bing Bong a disparu, mais le monde de l'imaginaire, il est toujours là, lui, avec la même putain de porte, ouais. En plus, donc vous faites comme dans le 1, ça vous a pas empêché? Ouais, je sais pas, il y a un moment, je me suis demandé si, je me suis dit, non mais attends, là ils vont réutiliser le clown, c'est pas possible, c'est... Ah, j'y ai même pas pensé au clown, ouais. Mais oui, globalement, en fait, leur parcours est très similaire au premier film. Bon, oui, il y a des petites subtilités, mais c'est pareil, on va explorer l'esprit avec certes des nouveaux concepts et des bonnes idées, comme on l'a déjà dit, mais globalement, c'est encore la même chose. Et puis, comme tu l'as si bien dit, la scène finale où Joua, elle se remet en question, entourée de boules de souvenirs dans l'obscurité et en regardant un ancien souvenir, bon... Vous nous prenez pour des cons, là? Disons que c'est un peu gros, à ce moment-là. Un peu gros, là, même. Et puis pareil, il y a la scène où, dans le 1, elle revient de sa fugue et elle dit à ses parents, enfin Riley, hein, elle revient de sa fugue, elle dit aux parents, ouais, excusez-moi, je me suis trompé, machin, et puis ils la prennent dans ses bras, ils pleurent. Bon, voilà, c'est pareil avec les filles, hein. Ses copines, elles arrivent, elle dit, ça va, elle dit, non, ça va pas, et puis elles se prennent dans les bras et elles pleurent. Bon, globalement, voilà, c'est la même structure. Ah ouais, mais c'était plus fort pour moi ici. Comme je l'ai déjà dit. Bah oui, j'en avais plus quelque chose à foutre, parce que comme je l'ai dit, quand j'en ai parlé tout à l'heure, le fait qu'elle en arrive presque à blesser la pote, voilà, c'est plein de petites choses qui ont fait que j'ai plus été agrippé que dans le 1, en fait. Je comprends, mais c'est pas mon cas. Par contre, je tenais quand même à souligner un point, c'est que, bon, on dit toujours, oh là là, les Pixar, les Disney, c'est beau, etc. J'ai envie de te dire, avec les budgets qu'ils ont, heureusement qu'ils sont beaux. Autant c'est beau, genre, bon, je hais ce film, mais bon, je vais pas dire qu'il est moche, Buzz l'éclair, etc. Enfin, tous les derniers Disney, etc. Non, si, oui, je sais plus la merde à tous les niveaux, même visuellement, c'est de la chiasse. Ok, le film est beau. Par contre, là, pour le coup, j'ai envie de souligner ça. Je trouve que l'animation, et je parle bien de l'animation elle-même, que ce soit les visages, la gestuelle des personnages très cartoon, surtout des émotions, et même des personnages humains, là, pour le coup, j'ai trouvé qu'elle était d'excellente qualité. Quand Joie pète son câble en disant tu crois que c'est facile d'être positive constamment, ouais. J'étais assez bluffé par le détail d'expression qui peut des fois c'est très subtil, mais enfin j'avais limite l'impression de... Moi j'aime beaucoup, tu sais, quand en 2D, quand les personnages deviennent limite élastiques tellement ils sont étirés par la caricature de l'animation, en fait. Et j'ai beaucoup aimé retrouver ça ici. Alors, on va me dire que c'était peut-être le cas dans le 1, certes. Oui, voilà, après bon nombre de films Pixar Disney très lambda, j'ai envie de te dire, ça m'a fait beaucoup plaisir de revoir ça. Et même les humains, j'ai trouvé qu'il y avait un souci d'animation dans les expressions, notamment Riley. Enfin voilà, il y a un travail pour rendre le personnage vraiment vivant, mais pas juste vivant en mode c'est de l'animation, il bouge. Non, il est incarné, le personnage. Même les deux copines de Riley, genre celle qu'elle blesse justement, qui a des airs un peu asiatiques, peut-être petite coupe de cheveux, elle a des petits airs très subtils aussi. Enfin j'ai beaucoup aimé l'animation. Alors c'est pas Spider-Verse ou le Chapeauté 2, on va pas aller jusque là. Il y avait un souci du détail bien fourni dans l'animation des persos, j'ai trouvé. Alors moi ce que j'allais dire, c'est que je trouvais le film moins beau que le premier, mais ta réflexion me force à nuancer, et c'est tant mieux. C'est que c'est vrai que dans l'animation en tant que telle, c'est vrai qu'il y a des détails qui sont très appréciables. Moi ce que j'ai noté particulièrement, c'est le fait que les personnages transpirent et on sent cette transpiration. Oui, aussi, oui. J'ai trouvé
que c'était bien fait, ça va, forcément, ils font du sport, et puis bon, voilà. C'est vrai que retransmettre la transpiration, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je note cette petite réussite. Donc c'est vrai que moi, ce qui me pose problème, du coup, c'est pas que le film est moins beau, c'est peut-être la production design. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal avec les Disney récents. Bon, Wish, on n'en parle pas, c'est inexistant, hein, comme beaucoup de choses dans ce film. Tu l'as dit aussi. Généralement, dans les Disney et les Pixar récents, alors pas tous, je généralise, c'est vrai que je trouve que la production design est assez faible. Ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Wish, c'était que j'avais l'impression que c'est du vide d'animation. Oui, mais c'est vide. Ouais, et j'avais le même problème sur La Reine des Neiges 2, où en fait, globalement, les décors, c'était un fond blanc avec des petites paillettes. Bon, c'est des choses qui m'embêtent un petit peu. Là, c'est sur du Disney. Alors, La Reine des Neiges 2, il n'y a pas que ça qui est vide. Oui, non, mais je passe vite parce que sinon, on s'étendra dessus pendant longtemps. C'est vrai que sur les Pixar, c'était un peu moins le même problème. C'est surtout chez Disney. Et là, dans Vice Versa 2, j'ai trouvé que c'est ce qui m'a manqué par rapport au 1, c'est qu'il y a souvent le cas où en fait les décors sont un petit peu moins évolués. En tout cas, ceux qui ne sont pas dans le 1, évidemment. Par exemple, la pièce là où il y a tous les fils, j'ai oublié le nom du truc. Mais ça, j'ai trouvé justement que ça fourmillait de détails. Par exemple, quand Anxiété, elle envoie un souvenir là-dedans, eh ben, c'est pas juste ça crée un fil comme Joie l'a fait, mais avec la couleur de Anxiété. Non, le motif, il diffère légèrement, ça devient plus électrique, plus solide même. C'est pas de ça que je parle, parce que ça, oui, c'est intéressant. C'est le décor autour, l'habillage, si tu veux, de la pièce. Parce qu'en fait, oui, il y a ce socle central avec tous les fils qui partent vers le haut et les boules de souvenirs qui forment les nouveaux fils. Ça c'est pas le problème. Mais autour, c'est un fond noir. En bas, c'est une simple rivière. Alors, il y a des petites cascades avec des boules de souvenirs qui flottent, mais moi, je trouve que globalement, c'est assez feignant à ce niveau-là. Alors que dans d'autres Pixar, les Pixar de la grande génération, on va dire, il y avait ça fourmillait de détails partout. Hein. Dans Wall-E, on passe pas une scène sans voir un cube de déchets avec, on voit tous les déchets dans le cube. Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire. Ou même dans Coco, quand il arrive dans le monde des morts, je porte pas forcément Coco dans mon cœur, mais quand il arrive dans le monde des morts, là voilà, ça fourmille de détails. Les décors de Coco, c'est indescriptible. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est que par exemple dans Coco, où c'est très détaillé, je trouve que dans certains Pixar récents, mais même Buzz l'éclair, Buzz l'éclair, l'animation en elle-même, oui, elle est très bonne, mais le niveau des décors est catastrophique. Quand il est à la fin avec le faux Zurg, je suis désolé, c'est du fond noir et c'est un peu de fumée. La planète, il y a 3 caillasses et 3 tentacules qui se courent après. Oui, voilà. Vice versa, je pardonne un peu plus parce que c'est un univers très épuré. Non, mais je suis pas d'accord. Je sais pas, c'est un univers qui est basé sur des motifs. Rien que les 5 émotions, c'est genre tristesse, c'est une goutte inversée, colère, c'est une brique. Mais je parle des décors principalement. Oui, mais les décors vont dans cette direction artistique, c'est ça que je veux te dire. Je suis pas d'accord parce que tu vois la bibliothèque à souvenirs, bon, pour le coup, c'était assez détaillé, il y avait pas mal de nuances, avec toutes les couleurs différentes des souvenirs, tu vois. Déjà, oui. Je trouvais que c'était un peu plus original, c'était quelque chose d'un peu plus stimulant que simplement du vide. Ouais, c'était un jeu de billes pour moi. Non, mais après, voilà, on trouve ça très créatif ou non, mais en tout cas, moi je préfère ça au fond noir avec des paillettes de La Reine des Neiges 2, quoi. Bon, encore une fois, voilà, c'est pour chipoter parce que Vice Versa 2, c'est pas irregardable, c'est pas. Non, c'est très sympathique. Ouais, voilà, c'est moyen. Après, c'est pas. Ça s'entend que c'est pas l'engouement absolu dans nos voix quand même. Par rapport à la rivière de la pensée, des bateaux brocolis, de la bouffe, c'est genre. C'est le côté, tu vois, le machine qui a aucun sens. Elle a certaines choses au cours de sa pensée, et dès qu'elle se met à discuter avec la meuf, d'un seul coup, la rivière est infectée, c'est plus la même bouffe dessus, c'est. Oui, ouais. Bon, d'accord, pourquoi pas. Petit Deus Ex Machina qui sort de nulle part, peur à un parachute. C'était dans les facilités scénaristiques. Je dis en fait, il sort un parachute de nulle part. C'est ça, ouais, il trouve des talkie-walkie n'importe où, et puis hop, il s'en sert pour communiquer. Et c'est pareil que Peur qui, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il avait un parachute sur lui. Alors oui, bon, c'est la peur, on peut se dire qu'il prévoit des trucs, mais on voit bien dans son dos qu'il a pas de parachute quand même. C'est vraiment qu'il a sorti du trou du cul, quoi. Ah non, il a sorti du nœud papillon. Ah, bien vu. Ah oui, il tire dessus et hop là. Non, mais bon, c'est facile quand même. Ouais, c'est facile, c'est très facile. C'est le genre de truc que, bon, on pardonne comme ça, mais faut pas abuser là-dessus quand même. Petit mérite pour le film quand même. Ouais. J'ai bien aimé, dans un film d'animation qui vise quand même un public particulier, des enfants préadolescents, et qui a pour habitude de vendre une image assez stéréotypée des héroïnes ou héros de cet âge-là, on va dire ça. J'ai bien aimé que Riley, elle ressemble à une adolescente. Elle a un peu d'acné quand même sur elle. Elle a un bouton sur le menton. Quand même, un peu. Non, mais que même ses camarades, j'ai bien aimé qu'ils soient allés jusqu'au bout du truc, quoi. Moi, justement, c'est une de mes limites avec le film, c'est que
que bah là tu parlais d'un point de vue de design qui ressemblait à une adolescente. Vraiment le bouton sur le menton, bon pour moi justement c'est une calculatrice un adolescent, hein, c'est normalement. J'ai pas dit aller jusque là non plus, tu sais moi j'ai eu des boutons très tard. Hein. Oui, non mais c'est pas péjoratif parce que moi-même j'étais une calculatrice, hein, comme beaucoup de gens. Mais non c'est pas, enfin c'est normal quoi, c'est le cours de la vie. Et justement, juste mettre un petit bouton sur le menton et encore une petite tache rouge, bon, je trouve pas ça quand même significatif pour la représentation de l'adolescent. Mais justement, regarde, une de mes limites, justement, c'est que on en parlait un petit peu dans la première vidéo sur Vice Versa où on disait mais imagine on nous montre sa première fois sexuellement. Ce que je veux dire c'est que l'une de mes limites, sans aller, là j'exagère évidemment, sans aller jusqu'à nous montrer sa première fois sexuellement, c'est que ma limite c'est aussi de dire que, comme je disais un petit peu sur le fait que les enjeux sont pas très élevés pour moi, c'est qu'un adolescent peut traverser beaucoup plus de choses plus stimulantes, plus intéressantes à montrer que simplement ce qu'on voit dans le film quoi. Pour moi le potentiel est quand même très en dessous de ce qu'un adolescent peut ressentir, tu vois. Ou même un crush amoureux, mais pas seulement les têtes de ces crushs qu'on voit à un moment dans la pierre là, le monde des crushs. C'était marrant. Bon, c'est une petite blague alors qu'en fait ça c'est quelque chose d'essentiel chez les adolescents quoi. Tomber amoureux, les désillusions, enfin tu vois c'est quelque chose que le film aurait pu explorer, surtout avec les émotions qui se battraient. Par exemple, imagine colère qui dirait ah moi je préfère lui, joie qui dirait mais non lui il est mieux pour Riley. T'imagines, il y a un potentiel de malade quoi. Et c'est vrai, il y a un potentiel de fou. T'as vu hein. Et là ça serait vraiment universel quoi. Bah oui, tout le monde pourrait s'y reconnaître parce que tout le monde l'a vécu. Alors que là bon, avoir un stage de sport, bon le truc avec les copines je veux bien hein, évidemment. Enfin voilà, on a tous des amis avec qui on s'est disputé, on est revenu machin. Et encore une fois le film va pas si loin que ça quoi. Bon elle abandonne ses copines vite fait puis à la fin elle se rabiboche, mais il y a pas de véritable tension, il y a pas une engueulade avec elle, il y a pas. Pour moi voilà, ça reste très sage je trouve en général. Hein. C'est pas exploité, mais bon après voilà, j'ai pas été emporté à 2000%, j'ai pas passé un très bon moment. Enfin voilà, il sera pas dans mon top animation de l'année, même dans mon top tout court. Hein. J'ai pas été emporté du tout comme avec Le Royaume des Abysses. J'ai pas passé un très bon moment comme avec Kung Fu Panda 2, mais je me suis pas Kung Fu Panda 4, pardon. mais tu pouvais rester sur le 2 hein, moi j'aime bien. oui, moi aussi j'aime bien. Mais voilà, je me suis pas senti fisté comme avec Buzz l'éclair ou Les Indestructibles 2 quoi. Voilà. Oui voilà, je pense que c'est l'essentiel qu'on peut retenir, c'est que là où on s'attendait à une énorme purge, bon on a été surpris dans le bon sens dans le fait que ce soit en fait qu'un film moyen en tout cas pour moi. Ouais, c'est très sympa voilà. Oh, très sympa. Voilà, on a une petite nuance quoi. Oui voilà, je suis quand même ressorti en me disant ouais c'était pas mal, bien joué. Voilà, quand même, bon on en est là, c'est triste. Putain, ça fait longtemps quand même que je voulais sortir d'un Pixar en me disant bien joué les mecs quoi. Enfin, j'aurais bien voulu le faire pour Luca mais il est pas passé au cinéma. Enfin si, le mois dernier, mais pas quand il est sorti quoi. Ouais mais là tu vois, là on touche ce qui fait que je suis triste par rapport à ce studio, c'est que globalement depuis Monstre Academy en 2013, je suis pas sorti d'une salle de cinéma en voyant un Pixar en me disant c'est incroyable, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu quoi. Donc c'était Pixar, c'était le RDV de Noël ou de l'été hein, à une époque. Pixar, je vous rappelle, c'est jusqu'en 2013, on avait régulièrement, voire tous les ans, des chefs-d'œuvre. Hein. Ou alors, enfin après c'est à appréciation variable, mais on avait des films en tout cas très très convaincants au minimum qui sortaient quasiment tous les ans. Et donc bon là on en est à se réjouir d'un film qui est finalement pas aussi mauvais qu'on pouvait le penser. Mais pour moi c'est pas un exploit du tout quoi. Ça reste quand même. Non, c'est pas un exploit. C'est ça qui me. Considérer ça comme un exploit, ce n'est pas un exploit. Voilà, c'est triste d'en arriver là quoi. Là on est dans la merde hein, parce qu'il y a que des suites d'annoncés et la prochaine c'est Toy Story 5 bordel. Ouais, ah là tu me fais peur parce que il y a Elio qui va arriver, qui peut être une bonne surprise, même si je m'attends pas à des merveilles non plus, mais ça peut être peut-être un Luca potentiel. Mais c'est vrai qu'après on va se taper Toy Story 5, Les Indestructibles 3 et probablement une suite au Monde de Nemo. Donc ça fait peur. On va pas bien manger chez Pixar quoi. Enfin, en tout cas on dit ça parce que là on est médisant, mais bon c'est vrai que avec les suites qu'on a eues jusque là, si c'est en tout cas les mêmes personnes qui travaillent dessus ou globalement les mêmes personnes, c'est vrai que ça promet pas monts et merveilles quoi. Après chef-d'œuvre chaque année, qui va être le plus nul. Waouh. Tu te rends compte où on en est arrivé chez Pixar quoi, à se dire lui il est un peu moins pire que les autres quoi. On va finir là-dessus, on est foutus les gars. Ouais, surtout on parlait du fait que l'avenir ne sent pas bon chez Pixar.
Pixar et chez Disney en général, et c'est confirmé par les propos récents de Pete Docter qui déclarait que le public a envie de suites, en tout cas le public se déplace pour voir des suites, et il se déplace pas pour les films originaux. C'est pour ça qu'on fait plus de films originaux, des films comme Lucas ou Alerte Rouge par exemple. Et donc du coup il confirme sans le dire ou en le disant un petit peu que on va se taper beaucoup de suites parce que oh là là c'est triste, le public ne va pas voir les suites. Mais en même temps, bande de connards, je m'adresse à Disney, aux exécutifs, vous avez des films originaux super, Luca, et vous les mettez sur Disney+, putain. Donc venez pas vous étonner après que les gens vont pas les voir ou ne s'abonnent pas pour ça. Quel curieux studio, vraiment déprimant. Moi, il me fait pitié. Parce qu'après il vient s'étonner, là, il vient se plaindre que oh ça marche pas, le public va pas les voir, mais en même temps, après il est peut-être pas responsable, Pete Docter, lui, de cette situation. C'est peut-être, c'est sûrement imposé par bien plus haut, le fait que ce soit sur Disney+. D'ailleurs, il s'était plaint à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ridicule de venir se plaindre que le public va pas les voir. Puis vous avez qu'à faire des meilleurs films aussi. Le public, il viendra les voir. Et puis cette logique n'a pas de sens parce que si Pixar a eu cette renommée, c'est parce qu'à chaque fois, c'était des films originaux et des bons films originaux. Ouais, mais ils pichent pas ça, Bob Iger. Mais oui, ils sont pas capables de comprendre que avant de faire des suites, faites des bons films en fait. Enfin voilà quoi, arrêtez de déconner avec vos films, faites des films originaux. C'est tout. Et voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire? Non, c'est bon, je pense avoir tout dit cette fois. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne de Cartoons, bien évidemment. Il parle d'animation et beaucoup de méchants d'animation aussi. Exactement. Prochaine vidéo, la caméléone de Kung Fu Panda. S'il y en a qui veulent savoir le prochain imminent sur la chaîne, voilà, c'est celui-là. Je censurerai cette partie. Donc allez vous abonner à nos deux chaînes. Vous pouvez aussi nous suivre tous les deux sur Twitter. Vous avez les liens en description. Vous pouvez aussi me suivre sur Sens Critique où je suis pas mal actif aussi. Je note les films. Moi, vous pouvez me suivre sur Captain Watch. C'est le site où je vais pour les notations. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. Merci pour ta présence à nouveau sur cette chaîne Cartoons. Oh, pas de soucis. De toute façon, ça va devenir récurrent. Merci à toi, merci à vous et à la prochaine. Ciao. À la prochaine, tchuss.